Les parents d'élèves de la ville du Gosier ont manifesté devant la mairie aujourd'hui. Ils réclament le retour à la semaine de 4 jours. Poussés par le syndicat FSU à se mobiliser tôt, ils espèrent ainsi obtenir une réponse favorable avant la rentrée prochaine. Harry Chalus n'entend pas céder aux demandes de l'UTC-UGTG à Route de Guadeloupe. Du coup, le syndicat a relancé le mouvement, quelque peu endormi, en créant une intersyndicale pour faire plier le président de la région, qu'il considère comme obstiné. Et la fondatrice de la boutique Sans Mêlée de Pointe-à-Pitre n'est pas contente. Toutes ses créations sont allègrement copiées. Du coup, elle a engagé les services d'un avocat qui va étudier la possibilité de poursuivre les contrefacteurs. Le reportage de Karen Diamin est à venir. 3 jeunes autistes ont reçu aujourd'hui leur permis piéton. L'aboutissement d'un projet entamé depuis plusieurs mois en collaboration avec la Gendarmerie nationale. Un exploit pour ces jeunes qui éprouvent des difficultés d'adaptation, de compréhension et de communication. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous recevoir. C'est une tempête où elle pourrait cette fois laisser des plumes. Lucette Michaud-Chevrier a été mise en examen hier matin pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, faux, usage de faux, recel d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. La présidente de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe a été entendue ainsi pendant un peu plus de 2 heures concernant l'affaire de détournement de fonds liée justement à la communauté d'agglomération qu'elle préside. Ses avocats ont depuis déposé un recours devant la chambre d'instruction pour contester l'ordonnance de mise en examen. Que pensez-vous de cette affaire? C'est la question que vous a posée à TV Guadeloupe. On vous écoute. La fête de la Michaud, oui, mais il était temps que ça arrive. Parce que ça fait un moment qu'elle couillonne le peuple. Donc si ça lui arrive maintenant, en ce moment, je ne dirais pas tant pis pour elle, mais elle l'a cherché, elle l'a trouvé. Tout le monde fait des bêtises, hein. Ça arrive. Hein. Il a fait une bêtise, hein. Personne n'est parfait. Hein. Là, moi, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire parce que là, cette affaire-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est la justice qui sait seulement, je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Si elle a été mise en examen, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle soit jugée. Et moi, par contre, l'étonné aboutissant à ça. Donc, on a fait comme ça la justice. Et c'est eux qui décident, ça n'y a fait pas fait. Donc, ça vient soit une mise en examen. Après, on ne peut pas dire plus que ça. Oh, je préfère garder mes opinions. Qu'elle soit condamnée si elle a fait des choses qui n'étaient pas bien. Madame Michaud-Chevrier, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas que seulement qui le fait. Il y a plein de gens qui le font aussi. Avec force, Madame Michaud-Chevrier, parce que je suis avec toi. Ah, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Ah, non, tout le monde est là. Il a bien volé le monde, on a pris un famille. Ah oui, normal, il a fait avant, quand on fait on va me rendre à la jaille. Tout ça, il a fait là. Le président, il va découvrir. Mais le président, il est en bas. C'est vraiment dommage parce que pour une dame qui a fait tant pour la Guadeloupe, c'est vraiment dommage de finir comme ça. J'aurais préféré qu'elle finisse autrement. Si elle a quelque chose à se reprocher, qu'on la condamne. Hein. Comme on prépare son lit, on dort. Voilà. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Donc elle a semé et maintenant elle est en train de récolter. Donc il ne faut pas se moquer des gens, il ne faut pas abuser des biens publics. Voilà. Et à Gosier, plusieurs parents d'élèves accompagnés des représentants du syndicat FSU étaient mobilisés ce matin devant la mairie. Ils réclament le retour de la semaine à 4 jours, une mesure qui sera peut-être possible avec le nouveau décret du gouvernement qui sera présenté d'ailleurs ce jeudi. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Exter, Patrick Curie. Devant la mairie du Gosier, les parents d'élèves de près de 6 écoles brandissaient des pancartes et scandaient le retour à la semaine des 4 jours. Soutenus par la FSU, ces mêmes parents d'élèves ont été reçus par le responsable des affaires scolaires, mais à la sortie, c'est un peu la déception. Nous avons constaté après 4 ans d'application de cette semaine de 4 jours et demi que les enseignants ne pouvant plus, les collègues sont exténués justement par la mise en place de ce décret payant. Nous voyons que les résultats ne s'améliorent pas pour nos élèves et pire, nous voyons leurs conditions d'apprentissage se détériorer. Nous avons un nouveau décret qui va être adopté le 23, qu'on puisse retourner à la semaine des 4 jours. Donc les parents d'élèves, les enseignants du Gosier se sont mobilisés aujourd'hui de revenir sur cette décision. Ils restent sur leur position, comme toujours. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas s'engager,
faire une réelle concertation, demander l'avis aux professionnels, de l'éducation, aux parents, et qui préfèrent que tout aille que dans un sens, c'est-à-dire leur propre intérêt. Ils essayent de trouver toutes les excuses du monde inimaginables pour dire qu'en fait ils ne peuvent pas changer les choses, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas changer les choses et qu'ils ne veulent pas nous écouter. Après plus de 2 heures d'entretien, la mairie a expliqué que les nouveaux rythmes scolaires mis en place ne peuvent être changés d'un claquement de doigts. Ils dépendent d'un plan éducatif du territoire. Pour mettre en place ces rythmes scolaires, on a quand même dû mettre en place parallèlement une organisation. Une organisation donc, avec le personnel, avec les associations. On a eu des conventions avec les associations. Tout ça, ça a été mis en place. Donc, et le PEDT étant mis en place pour 3 ans, donc il est nécessaire d'avoir une évaluation concrète du PEDT. Donc le PEDT, c'est un document qui a été publié. Donc ce que nous disons aujourd'hui, nous devons, avec l'ensemble de la communauté scolaire, faire le bilan de ce PEDT et de dire voilà ce que nous proposons. Une affaire qui ne peut être réglée sous la pression pour la municipalité qui se dit ouverte au dialogue. Le retour aux 4 jours exigé par les parents ne sera peut-être pas appliqué à la rentrée prochaine. Le délai à la veille des grandes vacances est sûrement trop court. Et au chapitre social, les négociations sont au point mort à Route de Guadeloupe. Le président Harry Chalus n'entend pas céder aux demandes de l'UTC-JTG. Du coup, le syndicat a relancé le mouvement de grève quelque peu endormi pour faire plier Harry Chalus. L'éclairage de Karen Diama. Près de mois après le début de leur mobilisation et de 2 semaines depuis leur dernière rencontre avec l'autorité régionale, rien n'a véritablement évolué pour les salariés grévistes de l'UGTG. Seule une mutualisation syndicale qui intervient au 26e jour de grève. Depuis hier soir, encore une fois, nous voyons, on rappelle encore pour nous remettre à l'entourable, seulement l'ensemble des organisations qui, à Haute-Guadeloupe, dont CGTG, l'UNSA et l'UTC, nous commandons à venir sur pour nous contrer pour que je ne pas régler le conflit là. Chaque fois nous avons un conflit comme ça, c'est toujours ça, il va essayer de traîner et après là, nous passer en vitesse supérieure, il va dire encore l'UTC, encore l'UGTG. Mais nous avons rappelé le président à Haute-Guadeloupe, revendication nous est juste, nous faisons expliquer en droit, il comprend ni, il est juste, nous ne sommes pas d'accord sur un montant sur la revalorisation. Et en plus, il proposait nous 2016 au lieu de 2014. Nous sommes d'accord en 2016. Et là, nous allons attendre pour nous négocier seulement pour là ça et qu'il y ait l'ensemble des syndicats devant. Nous mutualisons les moyens nous, puisqu'elles sont en revendication pour l'ensemble des travailleurs et les autres organisations qui reconnaissent là-dedans. Si les discussions sont au point mort depuis plus d'1 mois, c'est un service minimum qui est mis en place par l'établissement qui n'arrive plus à assurer ses principales missions. Tout service à Haute-Guadeloupe perturbé puisque tantôt, nous service qui n'est pas ouvert. Donc ça a obligé qu'il y ait des astreintes qui ne sont pas assurées, des services de nuit qui ne sont pas assurés. Donc ça a un impact fort sur le fonctionnement de Guadeloupe. Nous voyons, puisque tenir la pluie, en gros, il va créer ça, en dépression qui passait sur la Guadeloupe. Et nous voyons, comme tenir du fait que nous n'avons pas impacté le nettoyage et l'entretien à les réseaux routiers à route de Guadeloupe. Donc ça, depuis moi là nous en grève, nous voyons très clairement ça baille. Et en très peu de temps, nous voyons ça baille au Vélodrome là, nous voyons ça baille de l'autre côté. Et c'est sûr que la réactivité là est beaucoup moins puisque nous pas à 100%, donc nous va nous ralentir. Donc c'est ça. Donc il faut nous faire attention. Nous aussi, ça a posé nous un problème de conscience puisque nous savons que nous travaillons pour la population, pour les usagers, mais nous ne pouvons pas non plus que mal lotis au niveau de la route de Guadeloupe et que nous ne pas continuer à fonctionner à un butin qui a fonctionné mal quoi. Avec la mutualisation de leurs moyens, l'UGTG, la CGTG et l'UNSA escomptent une fin de conflit rapide. De son côté, la direction s'est dite satisfaite de ce regroupement qui semble plus représentatif de l'ensemble du personnel. Une nouvelle date de rencontre devrait bientôt être fixée. Et revenons sur cette victoire historique, celle de Josette Manin, la première femme élue à l'Assemblée nationale en Martinique, ancienne cadre de la banque à la retraite. Elle a mis ce dimanche un terme au monopole des hommes sur les plus hautes fonctions électives en Martinique. L'occasion pour nos confrères de nous parler de l'histoire des femmes en politique. Je veux savourer cette victoire avec tout le monde et dire merci, merci, merci aux hommes et aux femmes de la circonscription du Centre-Atlantique. Josette Manin, élue députée de la circonscription Centre-Atlantique. Tel un phénix, à 67 ans, elle renaît de ses cendres politiques.
Un milieu qu'elle a quitté en 2015 à l'issue de la création de la collectivité territoriale après avoir présidé le Conseil général pendant 5 ans. Première martiniquaise à la tête de la collectivité départementale, première femme députée de l'île, une habituée des premières. Nombreux sont les Martiniquais satisfaits de voir Josette Manin à ce niveau de responsabilité. Une femme en Martinique élue pour la première fois, c'est très bien. Je pense que le travail va être fait en profondeur parce que c'est une femme. La femme apporte toujours d'autres idées, de bonnes idées. Par contre, il faudrait qu'elle fasse ce qu'elle dit pour que les gens puissent continuer à la soutenir. Il était temps pour les Martiniquais d'avoir une femme au gouvernement et qui puisse représenter dignement la Martinique. La Martinique semble en retard quand en Guyane, des femmes comme Christiane Taubira et Chantal Berthelot ou Lucette Michaud-Chevry pour la Guadeloupe ont déjà occupé ces fonctions. Pourtant dans l'île, elles sont nombreuses en politique, mais il semblerait que, comme dans d'autres domaines, pour réussir, elles doivent faire beaucoup plus d'efforts que leurs collègues masculins. Après 17 ans de vie publique, je peux vous dire que le machisme existe en politique. Une femme doit faire ses preuves 10 fois plus, on a plus de regard sur elle, on porte plus de jugement sur elle, on attend d'elle qu'elle soit compétente. Il y a toujours ce mot qui revient, oui, les femmes, mais il faut qu'elles soient compétentes, comme si on exige des hommes qu'ils soient compétents. Bien souvent, il y a aussi des préjugés liés au fait d'être femme ou d'être jeune ou sur des aspects physiques. Et je crois qu'il faut sortir de cela. Moi, j'ai toujours dit aux camarades ou aux sympathisants qui me suivaient de ne jamais me considérer ni comme un homme ni comme une femme. Pour moi, en politique, il y a avant tout des idées, des personnalités et non pas un rattachement systématique à un sexe. Commencer ma mandature autour des enfants, c'est un vrai bonheur. Homme ou femme, au final, c'est le travail de l'élu qui est jugé. Quant à la première députée de l'île, elle s'envolera pour le Palais Bourbon samedi afin de prendre officiellement ses fonctions au sein de l'Assemblée nationale. Et en Martinique, toujours depuis quelques jours, un bateau de pêche transformé en marché aux poissons alimente beaucoup de discussions dans la commune du François. La clientèle vient des 4 coins de l'île pour se fournir en poissons rouges, ce que voient d'un mauvais œil les autres pêcheurs. Yohan Boulard. Une queue interminable. Les clients s'entassent depuis plusieurs heures pour se procurer du poisson rouge. Sur ce navire aux airs de bateau de pêche, petite particularité, le poisson qui s'y trouve n'a pas été pêché par cette embarcation. En fait, il est réapprovisionné par un camion réfrigéré depuis le port de Fort-de-France. Ou plutôt, depuis le Venezuela. Ça doit faire 40 ans que je fais le trajet depuis le Venezuela jusqu'à Fort-de-France. Ici, je dois faire les papiers de la douane, de l'immigration. Au niveau sanitaire, tout est bon. J'ai travaillé avec Emeline, avec Bapté. Ça s'est toujours bien passé. Une pratique vieille de plusieurs dizaines d'années. À l'époque, le poisson était débarqué au quai Ouest avant d'être acheminé vers les divers lieux de vente. Aujourd'hui, la pratique semble dérangée. Pour le propriétaire du bateau, rien ne justifie une telle agitation autour de son activité. Son bateau est déclaré, possède un code d'établissement et constitue donc un point de vente. Nous avons créé ce marché parce que nous avons l'instrument, nous avons l'outil. Sur ce bateau, nous avons des moyens de conservation, nous avons une production de glace. Donc nous avons ce qu'il faut pour conserver, pour accueillir, conserver et vendre le poisson. Maintenant que vous disiez Brésil, Venezuela, Guyane, c'est le même produit. Et nous faisons partie, nous la Martinique, nous sommes dans la zone qu'on appelle la FAO 31 qui englobe aussi le Venezuela. Je ne savais pas qu'il était importateur. Pour certains professionnels de la mer, ce point de vente sur un bateau peut induire les clients en erreur. Ils parlent même de supercherie. On est tombé sur la tête. Un bateau de pêche est fait pour pêcher et pour vendre les produits de la pêche. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce bateau de pêche-là, il n'a jamais quitté le port de François. Ça fait 7-8 mois qu'il est attaché au quai. C'est un bateau qui s'est permis d'acheter du poisson dans les mains des Vénézuéliens sur le port, on l'a dédouané et a rapatrié ce poisson par véhicule frigorifique. Ce sont des poissons qui sont passés dans 2 congélations. Une première dans les bateaux de Vénézuéliens, la seconde dans une camionnette. Et après, dans un bateau qui fait 2 ans qui est attaché sur un port. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour les clients qui achètent ce poisson-là. Et nous, les pêcheurs, comment on va faire pour liquider notre poisson? Parce que vous avez tous les clients qui viennent acheter du poisson dans ces mers. Alors nous, à ce moment-là, on a une marque à gagner. Une polémique entre pêcheurs locaux et importateurs qui n'est pas nouvelle. Les clients, eux, ne semblent pas dérangés. Ils alternent entre poisson local et poisson importé.
Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La responsable de la boutique Sans Mêlée de Pointe-à-Pitre qui a l'intention de porter plainte pour plagiat. Et puis un permis piéton pour les personnes autistes, c'est possible. Rencontre avec 3 certifiés. Et la fondatrice de la boutique Sans Mêlée, dont nous avons eu l'occasion de vous montrer l'originalité, n'est pas contente du tout de voir toutes ses créations copiées. Du coup, elle a recruté un avocat car il y aurait du délit de parasitisme dans l'air. Karen Diamin, on regarde ce reportage. Depuis son ouverture en décembre 2015, la boutique Sans Mêlée regroupe une vingtaine de créateurs qui exposent des œuvres originales. On trouve à la boutique Sans Mêlée des vêtements de créateurs, donc on va aussi bien trouver du coton, de la soie, des modèles originaux, des pièces uniques ou des séries limitées. Vous avez des accessoires, des sculptures, vous avez des tableaux, vous avez des bijoux originaux pour tous les types de personnes, mais vous avez aussi surtout des créateurs qui sont plus à même de représenter une personnalité. C'est avant tout un concept, on va dire familial qu'on a réussi à instaurer avec les créateurs et moi-même. On veut vraiment donner un autre aspect au business. Des créations originales qui subissent depuis mars 2017 les contrefaçons de personnes mal intentionnées. Frédéric Gentil, qui a créé sa marque de base, ce sont des chapeaux prêt-à-porter avec un système de velcro et copié aujourd'hui parce que c'est un produit qui est innovant, c'est un produit qui est facile à porter, c'est un produit qui est accessible aux personnes qui sont loxées, aux personnes qui n'ont pas de cheveux, aux personnes qui n'ont pas simplement envie de se coiffer et qui ne sont pas forcément douées sur l'attaché de foulard. Pour protéger ses créateurs et leur rappeler leurs nombreux droits, la boutique a engagé une avocate. Les créateurs ont plusieurs outils juridiques pour protéger leur création. Ce sont des outils qui sont prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Donc, soit le créateur peut protéger sa création par le biais du droit d'auteur, si on considère que sa création est une œuvre de l'esprit, donc il faut qu'elle soit originale et qu'elle marque l'empreinte de sa personnalité. En plus, il dispose d'un droit moral. Donc, le droit moral le plus important, c'est que lorsque l'œuvre est divulguée, l'œuvre est commercialisée, il faut qu'il y ait le nom de son auteur. Alors, quels sont les droits du créateur-auteur sur son œuvre ? Eh bien, il peut s'opposer, en tout cas c'est lui qui autorise la commercialisation, la reproduction, la diffusion de l'œuvre. Comme autre droit de la propriété intellectuelle, il y a le droit des dessins et modèles. Donc dans ce cas, c'est différent puisqu'il faut faire une démarche auprès de l'INPI, déposer la création en tant que dessin et modèle. Et dans ce cas, en fait, la création est protégée dans sa forme, dans sa texture, dans ses lignes. Aujourd'hui, les contrefacteurs ont été inquiétés et risquent une peine de prison de 3 ans, ainsi qu'une amende de 300 000 €. Et dans le cadre de sa mission économie circulaire menée en partenariat avec l'ADEME et la région, la CCI des îles de Guadeloupe a convié les chefs d'entreprise aujourd'hui à assister à une conférence au WTC de Jarry sur le thème « L'éco-conception, un levier pour améliorer la performance économique de votre entreprise ». Isabelle Hameau était sur place, on regarde. Savoir se démarquer de la concurrence en boostant l'économie de l'entreprise. Autour de la thématique environnementale, c'est l'idée de cette conférence. Toutes les nouvelles thématiques autour de l'économie circulaire, donc comment on boucle les boucles matières des produits, de tout ce qui nous entoure, pour le recycler, pour pouvoir refaire des produits avec. Donc il y a un programme qui a démarré en Guadeloupe avec la CCI Guadeloupe. Et du coup, il y a tout un cadre cette semaine d'intervention autour de cette thématique environnementale sur une approche produit, donc l'approche cycle de vie d'un produit et d'éco-conception. Ces entrepreneurs, consultants ou collaborateurs en entreprise s'informent. Différents ateliers leur sont proposés. L'aspect environnemental est l'élément phare. Donc il va y avoir un atelier sur l'évaluation environnementale, donc ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Il va y avoir une conférence sur la communication environnementale, comment expliquer les prétentions environnementales de son produit pour pouvoir vendre des produits en parlant d'environnement. Et ensuite, je forme aussi des consultants sur place pour pouvoir donner des premiers conseils en entreprise, pour pouvoir initier des démarches dans les entreprises et accompagner des démarches d'entreprise sur cette thématique. Cette notion environnementale s'intègre au quotidien dans nos vies, notamment à travers tous les produits.
Et le chargé de mission de la CCI nous a rejoint sur ce plateau. Loïs Moreira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre métier, vous êtes ingénieur conseil en éco-conception, là chargé de mission pour la CCI. Vous êtes venu spécialement en Guadeloupe pour former justement ces consultants, on vient de le voir. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer quel est ce concept, en quoi il consiste? Qu'est-ce que l'éco-conception? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des produits qui nous entourent génèrent des impacts sur l'environnement, sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le cycle de vie d'un produit, c'est les matières premières qu'on va utiliser dans le produit, les étapes de fabrication, le transport, la logistique, les emballages, l'utilisation du produit et la fin de vie. Tout ça génère des impacts sur l'environnement. Tout ça génère de la pollution. Voilà, tout ça génère de la pollution et mon métier, c'est d'expliquer aux industriels comment on intègre ces questions environnementales dès les phases de conception de produits pour essayer de réduire cette empreinte environnementale. Alors, on sait que les grandes entreprises internationales ont bien compris l'intérêt de maîtriser ce cycle de vie, comme vous venez de l'expliquer. Mais quel est l'intérêt pour les entreprises en Guadeloupe, à l'échelle de notre territoire, par exemple? Alors, ce qui est intéressant dans l'éco-conception, c'est qu'effectivement, on pourrait avoir l'impression que les grandes entreprises s'intéressent à ces questions-là, mais seules les grandes entreprises. Et en fait, on se rend compte que les entreprises les plus rentables en éco-conception, c'est principalement des PME. Des PME parce que justement, elles sont plus proches de leur marché et il suffit qu'il y ait des clients qui demandent des produits avec des réflexions environnementales et finalement, ces PME, elles sont très réactives et elles peuvent proposer des produits du jour au lendemain avec ces prétentions environnementales sur l'ensemble du cycle de vie et du coup, conquérir des marchés vis-à-vis de leurs nouveaux clients, quoi. Un exemple, par exemple, très concret, je suis boulanger, artisan. Comment je fais pour appliquer ce principe de l'éco-conception à mon entreprise? Alors, sur les boulangers, ce n'est pas tout à fait le bon exemple. On va plutôt être sur des entreprises manufacturières qui proposent des produits en grande série ou même en petite série, où on va avoir des réflexions sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors, le boulanger, on pourrait réfléchir à intégrer de la farine bio, à avoir un four qui est plus économe en énergie, ce genre de choses. Finalement, tout le monde a les moyens, toutes les entreprises ont les moyens de mettre en place ce nouveau processus de production. Oui, parce qu'en fait, les outils de l'éco-conception, ça démarre du simple bon sens. On revient à des valeurs de bon sens et on peut commencer à initier des premières stratégies d'éco-conception sur des prétentions environnementales qu'on connaît, sur des... Avez-vous déjà une idée des bénéfices sur du moyen, sur du long terme en appliquant ce concept? Alors, les entreprises vont conquérir des nouveaux marchés, vont expliquer à des nouveaux clients comment on peut intégrer l'environnement. Ça permet aussi de faire des réductions sur ces coûts matières. Donc l'éco-conception, on réfléchit à optimiser ces coûts matières. On réfléchit aussi à la phase d'utilisation. Du coup, la phase d'utilisation va permettre de réduire cette phase. Du coup, pour le bénéfice client, de dépenser moins d'énergie, moins d'eau, moins d'électricité sur cette phase d'utilisation. Donc en fait, tout le monde est bénéficiaire sur la démarche, à la fois l'industriel qui propose ses produits en conquérant des nouveaux marchés, et à la fois les clients par rapport aux gains qu'ils peuvent avoir sur leur phase d'utilisation. Votre travail fait partie de ces nouveaux métiers tournés vers la protection de l'environnement, des métiers d'avenir, hein, j'ai presque envie de dire. Est-ce que ce métier a vocation justement à devenir incontournable? Alors, c'est un métier qui a vocation à devenir la routine pour toutes les entreprises. Donc effectivement, il va devenir incontournable. La société a envie qu'on s'intéresse à ces questions environnementales. Du coup, ces métiers vont être intégrés dans la plupart des entreprises qui réfléchissent à la conception des produits. Ouais. Loïs Moreira, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous éclairer un petit peu sur le concept de l'éco-conception. Eux aussi améliorent leur capacité un peu plus chaque jour. 3 jeunes autistes ont reçu aujourd'hui leur permis piéton. C'est un exploit pour ces jeunes. Ils l'ont reçu à l'Institut médico-éducatif Les Gommiers, un programme national de prévention du risque piéton lancé en 2006 par la Gendarmerie nationale. On regarde le reportage de Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. On regarde ensemble. Dylan, Lucas et Pierre-Édouard ont obtenu leur permis piéton délivré par la gendarmerie. Ce titre fait partie d'un programme national de prévention du risque piéton. L'équipe de l'Institut médico-éducatif Les Gommiers, en charge de jeunes autistes, a mis en place, dans une démarche de socialisation, ce permis
qui existe depuis 2006. Évidemment, l'ensemble de l'équipe pluriprofessionnelle a dû mettre en place tout un travail adapté. Donc, vous pouvez voir un petit peu les outils qui sont mis à disposition. Il a fallu reprendre les documents tels qu'ils existent, qu'ils sont à la base créés par la gendarmerie, etc., pour les enfants dits normaux, et faire en sorte qu'ils soient accessibles, parce que ce sont quand même des enfants qui ont non seulement des problèmes de comportement, mais aussi des problèmes de communication. On a quand même deux jeunes qui sont lecteurs, donc qui étaient capables de lire les questions et de choisir les réponses, et un autre pour qui il a fallu lire les questions et attendre qu'il emmène la bonne réponse oralement. Il a fallu adapter l'enseignement et la pratique. Ils sont 3 à l'avoir passé et réussi. Une première pour cette brigade de prévention qui les a accompagnés sur toute une année. C'est une première en ce qui me concerne. Je trouve que ça a été très bénéfique et très utile parce que c'est vrai que souvent c'est un public qu'on oublie, on les laisse en marge, on se concentre souvent sur les classes de CE2 de l'éducation nationale mais pas forcément sur les instituts comme celui-ci. Et donc je pense que c'est une très bonne chose parce que ce sont des usagers au quotidien de la route et on doit leur apprendre aussi les dangers. L'équipe de l'IME a mis en place une jolie maquette, je pense que vous avez pu la voir. Et puis après on a fait des sorties aussi en extérieur pour leur montrer la dangerosité en cas concret d'un passage piéton avec des véhicules qui ne s'arrêtent pas toujours malgré le code de la route. Et puis après, donc, une fois qu'ils étaient bien formés, qu'ils étaient à l'aise, on a fait le test. Cette initiative vise à diminuer la mise en danger des jeunes, qu'ils aient conscience des risques encourus. Les parents émus et les encadrants étaient très fiers. Ce n'était pas gagné. La perception de la route est une véritable performance. Et partons maintenant pour la Guyane à la rencontre d'un artiste à l'imagination fleurissante, Pascal Vetturoso, ébéniste de formation, passionné de peinture depuis son enfance. Il présente plusieurs de ses œuvres au centre d'exposition d'art de Rémy-Montjoly, découverte signée Charlotte Fleury. Une vingtaine de peintures de paysages, c'est ce que présente l'artiste Pascal Vetturoso à l'Espace Pagaret. Des paysages souvent sortis de son imagination. Comme je dis, ces nouveaux paysages, c'est que je peins par imagination, que je ne peins pas d'après un modèle, parce que je préfère peindre par imagination. Je fais ça le soir chez moi, après le travail, tranquillement. Je fais comme je veux, comme ça me plaît. Et l'influence, c'est bon, c'est comme je vais souvent dans la forêt, je promène la forêt, j'aime bien la nature, donc c'est par rapport à ça. Bien sûr, j'ai pas inventé la nature, bon, c'est ce que je me rappelle, qui me revient dans la mémoire, que je peins, comme ça me plaît. Depuis tout petit, cet artiste autodidacte dessine et peint. Dans ses œuvres, on retrouve beaucoup de camaïeux de bleu et de vert qui évoquent la nature, le tout sur différents supports. Moi j'aime bien peindre sur le bois parce que c'est plus raide, c'est plus facile pour moi de peindre sur le bois que sur la toile. Autrement je peins sur le bois aussi, il n'y a pas de problème. Cette exposition est une grande première pour cet artiste qui voit en la peinture un moyen de s'évader et de s'exprimer sans contrainte. Pour moi la peinture c'est une passion, puis là je suis libre, je fais ce que je veux, comme ça me plaît. C'est la liberté totale pour moi, là j'oublie tout le reste. Il faut montrer aussi ce qu'on fait. À un moment donné, je ne veux pas toujours laisser ça rangé dans un coin, chez moi dans une pièce, donc j'ai estimé que c'était bonne chose de montrer aux gens ce que je fais aussi. Parmi ses nombreuses œuvres, Pascal présente l'une de ses préférées. C'est la seule qu'il a fait sur ce type de support. Pour sa réalisation, une dizaine d'heures ont été nécessaires. En fait, pour moi, ce tableau présente la tranquillité le soir, quand on est dans un hamac, on est au bord de l'eau, ou en train de se reposer, en train de dormir, et puis on voit le reflet de la lune dans l'eau et tout, avec un perroquet, là, et profiter de ces bons moments, quoi. Moi, j'aime bien parce que c'est la nuit, c'est la tranquillité, on se repose, on est là au bord d'un lac, il n'y a personne qui va nous... Pas de problème, pas de bruit, que les bruits de la forêt, les bruits de la nature, c'est beau. Les œuvres de Pascal Vetturoso seront présentées à l'Espace Pagaret jusqu'à la fin du mois. Et c'est l'heure des informations pratiques. Une information qui devrait intéresser les familles gosiériennes. Les places en CLSH sont disponibles au mois de juillet. Vous pouvez vous inscrire au pôle administratif de Périnette à Gosier aux heures justement indiquées sur votre écran. Et l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destreland à Bemao de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Eddie Planté.